le monde entier se rend compte que nous sommes impuissants politiquement. Et mon message, c'est celui d'Hippocrate, en fait, un vieux médecin de l'Antiquité qui disait chercher la cause des causes. J'ai regardé cette procédure qu'on m'avait enseignée à l'école comme étant la seule procédure démocratique, me disait-on, m'ont dit mes parents, m'ont dit mes profs, m'ont dit les journalistes, m'ont dit les auteurs de livres que j'ai lus. Tout le monde m'a dit, depuis que je suis petit, on m'a dit la démocratie c'est l'élection, l'élection c'est la démocratie. Et bah, vous êtes enfant, tous les adultes le disent, c'est que ça doit être vrai. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Omerta. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Étienne Chouard qui est avec moi. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes un ancien professeur de droit, d'économie. Vous êtes aussi, vous dites être un ancien électeur repenti et un ancien incapable politique. Est-ce que vous pouvez retracer brièvement votre parcours pour nos abonnés d'Omerta? J'ai 68 ans, je suis un vieux crouton et j'ai été prof toute ma vie professionnelle. J'étais prof en BTS, donc j'avais des étudiants. Et depuis 20 ans passés, je me bagarre contre les politiciens. Je me suis réveillé, donc les gens qui ont fait de la politique leur métier et qui, à mon avis, pas forcément avec de mauvaises intentions, ils peuvent être bien intentionnés, mais ces gens-là, en disant la politique, c'est mon métier, je vais m'en occuper, ils se comportent comme des voleurs de pouvoir. C'est-à-dire ils nous empêchent de décider nous-mêmes, ils décident tout à notre place. Et ces gens-là le font avec un contrat de travail de représentants, de représentation, qu'ils écrivent eux-mêmes. Et je pense que la clé de l'impuissance populaire partout sur Terre, et à toutes les époques, depuis 200 ans, tient à ça, tient au fait que les représentants partout sur Terre écrivent eux-mêmes les constitutions à travers des assemblées constituantes élues. Donc nous élisons des représentants qui écrivent mécaniquement. Un enfant pourrait le deviner, le prédire, mais un électeur n'y arrive pas, on dirait. Euh, les représentants, une fois devenus constituants, une fois élus dans l'Assemblée constituante, écrivent leur puissance de représentants. Donc ils deviennent, eux, les seuls législateurs, et ils écrivent en même temps dans la même anti-constitution, qu'ils prétendent être une constitution, ils instituent l'impuissance populaire. Et je prétends donc que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Depuis 20 ans, je me bagarre politiquement. Pendant la moitié de cette période, j'étais encore prof, donc j'avais des copies, des cours à préparer, des copies à corriger. Puis depuis que je suis à la retraite, j'ai plus de temps pour m'en occuper. Et je lis beaucoup et j'essaye d'étayer avec des pensées anciennes, parce que c'est une idée que je retrouve un peu partout dans l'histoire des hommes, directement ou indirectement, y compris dans les sociétés primitives. Les humains savent qu'ils ont un problème avec les chefs et qu'il faut se méfier des chefs. Or, il me semble que anthropologiquement, dans l'histoire des hommes, on s'est trompé à un moment gravement, au XVIIIe siècle, et on a laissé les marchands, qui étaient déjà puissants, ils étaient riches. Bon, ils avaient des monarques contre eux et le clergé, donc ils n'étaient pas tout puissants, ils n'étaient pas législateurs, hein. Mais les marchands, au XVIIIe siècle, sont devenus les constituants et ont institué l'élection comme procédure de désignation des représentants. Et ça leur a permis à eux, les marchands, c'est-à-dire les plus riches des communautés humaines, ça leur a permis de devenir législateurs. Et je crois qu'il y a une catastrophe humaine qui s'est passée là. Il y a un cancer qui s'est libéré quand les marchands sont devenus législateurs. Ça correspond un peu à l'image que j'ai retrouvée dans la Bible avec Jésus qui chasse les marchands du temple. Donc, les marchands essayent d'avoir le pouvoir depuis toujours, et depuis toujours, les humains résistent en les empêchant. On a besoin des marchands, mais on n'a pas besoin des marchands comme législateurs. Et la catastrophe du XVIIIe siècle, c'est que euh, quand les marchands sont devenus législateurs, ils se sont mis, donc les plus grands marchands, les plus riches, les marchands, c'est les plus riches des marchands, c'est les marchands d'argent, c'est les banquiers. Et ceux-là se sont mis à endetter toute la société
Et c'était comme ça depuis la nuit des temps, hein. Les usuriers essayent d'endetter la société et puis ensuite la dominer, hein. C'est une question de domination, une question de puissance. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait un souverain au-dessus des usuriers qui permettait de les foutre dehors à coups de pompe dans le derrière avant qu'ils ne détruisent complètement les sociétés en les endettant au dernier degré. Il y avait un souverain pour chasser les usuriers jusqu'au XVIIIe siècle. Le problème du XVIIIe siècle, les révolutions bourgeoises, comme on les appelle, c'est elles ont mis au pouvoir les usuriers. Les usuriers sont devenus le souverain. Et on ne se rend pas bien compte. Moi, je m'en rends compte à la fin de ma vie, hein, en travaillant, mais on ne s'est pas rendu compte de la catastrophe humaine que ça représente. C'est-à-dire que nous n'avons plus de souverain pour nous débarrasser des usuriers, des endetteurs. Et notre dette va croissant. On va de guerre en guerre. Les guerres sont financées par les banques centrales. Les banques centrales, ça s'appelle banque centrale, on dirait un truc public, hein. C'est fait exprès, hein. Ils ont décidé d'appeler la Banque d'Angleterre pour que ça ait l'air d'être un truc public. Ils ont décidé d'appeler Banque de France, la Banque de France, pour que ça ait l'air d'être public. Tout ça est privé, hein. Ça n'a rien à voir avec le public, rien à voir avec l'intérêt général. Et c'est à partir du moment où on a eu des banques capables de financer à gogo les guerres qu'on a eu des guerres mondiales, des énormes boucheries, quoi, hein. Donc on a vraiment un problème humain, de l'espèce humaine, avec le contrôle des usuriers et le contrôle de la monnaie. On s'est fait voler le contrôle de la monnaie par les usuriers, on s'est fait voler la souveraineté par les mêmes, et on n'a plus de moyens de se défendre. Et il me semble que le seul moyen de se défendre, ça devrait être c'est de devenir nous-mêmes, mais vous et moi, vous aussi, Anna, hein, vous êtes tous concernés, hein, je vous parle à tous, mes frères humains, nous avons intérêt à devenir constituants, c'est-à-dire à arrêter d'élire l'Assemblée constituante, parce qu'à chaque fois, les assemblées constituantes élues programment notre impuissance, donc ça suffit, on a compris. Et il faudrait qu'on manifeste avec des pancartes qui disent toutes, euh, on veut instituer nous-mêmes le RIC, on ne veut pas élire l'Assemblée constituante, on veut surtout pas d'une Assemblée constituante élue, parce qu'on a compris l'origine. L'origine du truc, c'est que nous démissionnons du processus constituant. On ne veut plus démissionner, on veut écrire nous-mêmes la Constitution. Et ce que je fais depuis 20 ans, c'est des ateliers constituants, où donc j'explique cette idée-là pendant 1 heure ou deux. Je peux tenir 8 heures sur le sujet, hein, de la démocratie, je peux tenir 8 heures sur la monnaie, 8 heures sur l'Union européenne, hein. Et donc, je vous résume, hein, à grands traits l'idée que je défends, l'idée sur laquelle je passe quasiment tout mon temps. Euh, je fais une conférence et je ne fais plus de conférence sans faire juste après un atelier constituant. Si vous ne voulez pas faire d'atelier, ne me faites pas venir, je ne viendrai pas. Je ne vais pas venir vous dire la messe, j'ai besoin que vous vous mettiez au travail. Et donc, j'invite mes frères humains à s'entraîner à écrire les règles de la représentation. Vous allez voir, c'est facile et c'est extrêmement efficace. Quand vous allez faire des ateliers constituants, ça va prendre quelques minutes, quelques heures, et ça va vous plaire. Je connais pas, j'ai pas d'expérience en 20 ans d'ateliers constituants où les gens sont kikinés ou étaient déçus. Alors, il y a des difficultés quelquefois, mais la plupart du temps, c'est très consensuel. En fait, on se dispute beaucoup moins dans les ateliers constituants que dans les réunions législatives. Réunions législatives, ça nous jette les uns contre les autres. On n'est pas d'accord, et c'est normal, hein, on a des conflits. Donc, mais dans les sujets constituants, on est pratiquement tous, enfin, on écrit pratiquement tous la même chose, à quelques options, variables près. En gros, on écrit la même chose. Et quand on fait ça, on devient un adulte politique. On le sent. On sent qu'on est en train de faire de la politique comme on l'a jamais fait. Et d'une façon qui va tout changer, il me semble. Donc voilà, je suis un vieux crouton qui me bagarre sur une idée d'émancipation, de résistance à la domination, en prenant nos problèmes sous l'angle de pas seulement de la Constitution, parce que la Constitution, les tyrans la piétinent comme un paillasson. S'ils l'ont écrite eux, comme c'est le cas aujourd'hui, s'ils sont gênés par la Constitution, ils la modifient eux-mêmes. Ça, c'est pas des vraies constitutions, c'est du foutage de gueule. Toutes les constitutions du monde, c'est des faux, des fakes. Euh, pour s'appeler constitution, il faut que le texte soit un contrat social signé par tout le monde et co-écrit par tout le monde. Et ensuite, qu'il n'y ait pas besoin de police pour l'appliquer, tellement c'est nous qui le voulons, quoi, hein. On veut être représenté comme ça. Et quand on n'est pas content, quand on s'est trompé, on a été trop loin, pas assez loin, ben on change nous-mêmes la Constitution. Mais on est seuls, nous, la population, nous les représenter, on est les seuls à être légitimes et capables de le faire. Les ateliers constituants prouvent
concrètement, c'est pas du tout théorique comme idée, hein, c'est extrêmement pratique. Nous prouvons que nous sommes capables de penser nous-mêmes les règles de notre représentation, nous sommes capables d'écrire les règles, et nous sommes capables de prévoir les difficultés que ça va poser au quotidien dans l'application et dans le contrôle des représentants, le contrôle de ceux à qui on va donner le pouvoir. Un peu de pouvoir, pas longtemps, jamais deux fois de suite. Donc, on va organiser la rotation des charges avec la procédure démocratique qui est le tirage au sort et le contrôle des tirés au sort, évidemment. Et on va abandonner l'élection qui est la procédure la plus violemment antidémocratique qui puisse être. Quand on y réfléchit, dès qu'on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que on s'est fait enfler. On nous a fait croire que l'élection était démocratique, mais c'est une blague. C'est une blague. Il faut faire le procès de l'élection. Alors justement, vous êtes pour le tirage au sort et le RIC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi serait-il plus juste et comment est-ce que ce serait possible de le mettre en place en France? Alors, je garde le RIC pour la fin, je garde le meilleur pour la fin. Enfin, il n'y a pas de meilleur, en fait. Les deux concepts sont essentiels. Euh, le tirage au sort, c'est une procédure de désignation des représentants. Et le RIC, c'est une procédure de décision. C'est comment on prend des décisions. Et donc, je commence par le tirage au sort. Euh, il faut, il faut un peu de temps, peut-être 5 minutes, 10 minutes, pour que le tirage au sort n'en sorte pas euh, euh, ridiculisé. Vous voyez, si je résume trop, ça suffit pas aux gens pour s'apercevoir que c'est effectivement une très, très, très bonne idée. Vous avez tout le temps dont vous avez besoin. Super. Donc, bah, faites gaffe, hein, parce que ça peut durer 8 heures, donc je ne sais pas. Euh, Pourquoi est-ce que le tirage au sort est une procédure démocratique et c'est en fait la seule? Il faut d'abord définir, et ce sera rapide, ce que c'est que la démocratie. Démocratie, c'est un mot qui a une étymologie, c'est-à-dire il y a une racine. Il est composé de syllabes qui avaient un sens autrefois, il y a très longtemps. C'est soit en latin, soit en grec. Hein, l'étymologie, ça puise souvent dans le latin et le grec. Et demos kratos signifie peuple et pouvoir. Donc la démocratie est par définition, je veux bien en discuter si vous voulez, mais a priori c'est indubitable. La démocratie est un régime dans lequel le démos a le kratos. Démocratie, démos, kratos, le peuple a le pouvoir. Bon, on peut discuter qui est le peuple, on peut discuter quel genre de pouvoir, mais quand même, de façon intuitive assez simple, c'est pas la peine de couper les cheveux en quatre. Euh, une démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple décide. Si vous exercez votre souveraineté en votant des lois, une démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple vote ses lois. Alors, il y a plein d'objections qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, est-ce que le peuple est compétent pour voter les lois? C'est une objection qui est très fréquente, comme si les élus étaient plus compétents que le peuple. Ce qui ne me paraît pas évident du tout, parce que je vois que les élus sont capables de déclencher toutes sortes de guerres, de famines, d'endettement, de misère et d'appauvrissement, d'injustice sociale. L'injustice tout court. Les élus sont champions pour faire vraiment des très très grosses bêtises, hein. Et on prétendrait que le peuple serait encore plus incompétent que les élus. Je pense pas ça. Je pense d'ailleurs souvent que les élus sont jugés comme incompétents à tort. En fait, ils sont très compétents, mais du point de vue de l'intérêt général, ils n'y arrivent pas. Mais c'est parce qu'ils ne servent pas l'intérêt général. En fait, ils servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire. Ce qui permet de comprendre pourquoi ils sont si mauvais. Ils sont si mauvais pour l'intérêt général, mais pour les riches, ils font bien le boulot. Ils font bien le boulot de servir les riches et d'appauvrir les pauvres. Donc, premier obstacle, la première objection qu'on va vous renvoyer dans les dents en vous disant, ouais, une démocratie, c'est bien gentil, mais le peuple est incompétent. Vous ne laissez pas intimider. Les élus ne sont pas plus compétents que nous, ou en tout cas, s'ils sont compétents et malhonnêtes, c'est double peine. On préfère se tromper nous-mêmes. Voilà, on va préférer la démocratie parce qu'on va se tromper. Oui, c'est vrai. Tous ceux qui décident se trompent, hein. Donc, personne, enfin, ceux qui prétendent être à l'abri de l'erreur sont des fanfarons quand même, hein, des imposteurs. Ils se la pètent, mais ils vont se tromper comme tout le monde. Quand tu décides, tu prends le risque de te tromper. Oui, mais c'est ça qu'on veut. En démocratie, on veut se tromper nous plutôt que nos représentants. Et on veut se tromper nous, puis si on se trompe, on corrigera, comme tout ce qui est vivant, hein. Quand on se trompe, on corrige.
Une deuxième objection qu'on nous renvoie dans la figure quand on parle de peuple qui voterait ces lois, je suis toujours sur le mot démocratie, peut-être un peu trop long, peut-être faudrait que je aille un peu plus vite sur le mot démocratie, mais une deuxième objection qui vient souvent, c'est il y a trop de lois, c'est trop compliqué, ça va faire chier les gens, ils vont pas être capables, puis surtout, ça va les embêter, ils vont pas vouloir. Alors, d'abord, je pense que c'est pas une nécessité du tout qu'il y ait tant de lois. Je pense qu'il y a beaucoup trop de lois, et l'inflation législative, c'est-à-dire la multiplication du nombre de lois, euh, crée une insécurité juridique majeure qui est non nécessaire. Et d'autre part, l'État se mêle de tout, l'État, le législateur, là, se mêle de tout, s'insinue dans toutes les interstices jusqu'à nous surveiller bientôt dans nos chambres à coucher ou dans nos toilettes. Enfin, c'est invraisemblable, c'est insupportable la, la façon dont l'État se mêle de tout, ou dont les lois sont soi-disant de plus en plus complexes, mais sont surtout de plus en plus intrusives et liberticides. Et ça non plus, c'est pas du tout une nécessité. C'est discutable. Donc, effectivement, si nous votions les lois, nous en aurions moins, nous en voterions moins des nouvelles, ça c'est certain, et c'est pas mal. Et probablement nous en supprimerions beaucoup. D'ailleurs, on pourrait écrire dans la Constitution que toute proposition de loi, pendant les 10 premières années de la Constitution nouvelle, je ne dis pas de la Sixième République express, ce serait la première démocratie, dans les 10 premières années, on pourrait décider que toute personne ou tout groupe qui propose une nouvelle loi doit en même temps faire l'effort de réfléchir à deux ou trois lois qu'il faudrait supprimer pour faire le ménage dans l'arsenal législatif euh, dans lequel il y a de très nombreuses lois scélérates, des lois contestables à supprimer d'urgence. Et chaque initiateur d'une loi, la Constitution lui ferait l'obligation pendant les 10 premières années. Une fois qu'on aura fait le ménage, peut-être que ce sera plus nécessaire, mais au début, il faudrait qu'on fasse le ménage et qu'on détruise beaucoup de lois. Et chaque initiateur serait invité à travailler non seulement à sa nouvelle loi, mais à travailler sur les anciennes pour trouver celles qui, d'évidence, sont à supprimer en priorité. Bref, donc on va vous objecter beaucoup de choses sur le fait que une vraie démocratie n'est pas possible parce que nous sommes trop nombreux, parce que nous sommes incompétents, parce que ça va pas nous plaire, nous n'allons pas vouloir, etc. La plupart de ces objections ne résistent pas à l'analyse. Réfléchissez-y, ne vous laissez pas intimider. Je, je- je fais une pause sur ce sujet-là. On y reviendra si vous voulez tout à l'heure, mais pour moi, la démocratie, c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos, le peuple décide. En fait, je vais garder l'élection pour la fin. Euh, par quel mécanisme le peuple peut-il décider? La procédure qui permet à une population de décider, c'est le référendum. Dans un référendum, on n'élit pas quelqu'un, on ne désigne pas quelqu'un qui va tout décider à notre place. Non, dans un référendum, on dit ce qu'on veut qu'il soit appliqué. Et donc, décider, c'est la souveraineté, hein. La souveraineté, c'est le droit de décider. Et le souverain, c'est celui qui décide. Et la démocratie, c'est pas un régime de liberté ou c'est pas un régime dans lequel on a la libre parole. Hein, c'est souvent ce qu'on nous dit, la démocratie, c'est un régime dans lequel vous pouvez parler. Mais pas du tout. On nous dit la démocratie, c'est un régime dans lequel les libertés fondamentales sont protégées. Mais pas du tout. C'est possible, mais c'est pas ça qui constitue la démocratie. Ce qui constitue la démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple décide. Il faut savoir qui décide. C'est ça qui fait le régime politique. Et donc, la procédure qui permet à une population de décider, c'est le référendum. Aujourd'hui, le référendum existe dans notre anti-constitution, mais il est à l'initiative du prince. C'est-à-dire que ce sont les représentants du prince au sens large, hein, au sens générique. C'est le président ou les membres de l'Assemblée qui peuvent être à l'initiative d'un référendum. Donc, les représentants se sont arrogés le droit de nous poser les questions, de choisir les questions qui allaient être posées au peuple, ce qui donne deux résultats. D'abord, c'est qu'ils ne nous posent jamais de questions. En 50 ans, ils posent deux fois la question, quoi, hein, trois fois, enfin rien du tout, quoi, hein. Et puis, les questions qu'ils posent sont des questions pièges en ceci que c'est des questions auxquelles on ne répond pas non, quoi, hein. C'est des réponses, c'est des questions à la con, c'est des questions où, ouais, on va dire oui, on va dire oui. Et c'est ce qu'on appelle un référendum césariste parce que César s'en sert, donc le tyran,
César, c'est le nom générique pour dire tyran, hein, c'est-à-dire celui qui a du pouvoir et qui en abuse, qui essaye d'en avoir le plus possible. Et César euh, déclenche un référendum évident où le peuple va dire oui en ayant l'impression de décider quelque chose alors que c'est quand même une question à la con. Et le tyran va s'appuyer sur ce oui pour asseoir sa légitimité en disant oui, oui, comme le peuple a dit à 90%, on a dit oui à ma question, je suis donc légitime pour supprimer la liberté de la presse, enfermer les opposants, enfin, opérer à toutes sortes de décisions liberticides. Et ça a commencé en fait ça à l'époque de Napoléon III, au 19e siècle. C'est pour ça qu'on parle de référendum comme procédure césariste. Il faut comprendre que c'est vrai que le référendum est une procédure césariste quand elle est à l'initiative du prince, comme c'est le cas aujourd'hui. Par contre, il y a un type de référendum qui n'est pas césariste du tout, qui est anti-césariste et qui est complètement même antifasciste, enfin, qui est émancipant et qui est fondamentalement démocratique, c'est le référendum d'initiative citoyenne, RIC. Référendum d'initiative citoyenne, ça marche comment? C'est super simple, hein, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre comment ça marche. La Constitution prévoit, une constitution démocratique prévoirait que une, une poignée de citoyens, et c'est à nous de décider combien, est-ce que vous voulez que ce soit 10 000, 100 000, 1 million, plus vous allez mettre un chiffre grand, plus ça sera impossible à réaliser, donc plus ça va être un attrape-nigo. Il faut que ce soit un chiffre relativement petit pour que ce soit possible. Pas trop petit pour qu'il n'y ait pas trop de référendums. On en reparlera peut-être tout à l'heure si vous voulez qu'on détaille, mais euh, une petite poignée, et c'est à vous de décider du nombre, une poignée de citoyens peut déclencher un référendum, c'est-à-dire poser la question de leur choix au peuple tout entier. Alors, c'est pas la petite poignée qui va décider, évidemment. La petite poignée, elle va décider de la question posée. Puis ensuite, c'est le peuple qui va étudier cette question, se renseigner sur les arguments pour, les arguments contre, et puis finalement trancher, décider. Le référendum d'initiative citoyenne nous permettrait donc, un, de décider des questions qui nous semblent les plus importantes. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est vous qui allez décider des sujets qui sont pour l'instant maltraités euh, et que vous voudriez traiter vous-même. Donc, c'est nous qui pouvons choisir le sujet et ensuite, sur ce sujet, c'est nous qui décidons. Alors juste, j'ai une petite question. Comment est-ce que seraient choisis les quelques citoyens représentants? Il suffit qu'ils soient un certain. Alors, les représentants ou bien les. Ça, je ne parle pas de représentants, je parle d'initiative, hein. Donc, l'initiative d'un référendum d'initiative citoyenne, il n'y a pas de condition sur les gens qui vont être à l'origine de cette euh, proposition de référendum, c'est simplement leur nombre qui fait qu'ils vont devenir légitimes. S'ils sont 100 000 à signer la pétition en disant je veux qu'on pose la question sur la sortie de l'Union européenne, il me semble que la sortie de l'Union européenne, qui est à mon avis un piège fasciste, et je peux tenir 8 heures là-dessus, hein, donc c'est extrêmement documenté, je ne parle pas du tout à la légère, il y a 20 ans que j'y travaille. Euh, la question de sortie de l'Union européenne est une vraie grande question essentielle, pas suffisante pour nous émanciper, mais c'est une vraie question. Euh, je prétends que nous devrions poser cette question. J'entame une pétition pour savoir qui est d'accord pour poser la question. Et si on arrive à être 100 000 à dire oui, 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 c'est vrai, il faut poser la question, aucune institution peut se mettre en travers de notre chemin, ni le Conseil constitutionnel, qui est une bande de vieux grigous, ni le Conseil d'État, qui est une bande de vieux grigous, ni je ne sais quelle euh, euh, institution oligarchique qui se mettrait en tête de surveiller le peuple et de lui interdire de décider, pas du tout. Dans une constitution digne de ce nom, une vraie constitution démocratique, euh, le peuple pourrait lancer des initiatives en toute matière et décider en toute matière sans qu'aucune institution puisse se mettre en travers. Et donc ensuite, il y a un débat qui doit être organisé. Donc il faut que la Constitution prévoie euh, la mise en scène des conflits, c'est-à-dire la, la publicité loyale des arguments pour le référendum, pour la question, et des arguments contre. Il faut que des conférences passent, pas trop longues, hein, mais enfin ce qu'on veut, hein, mais en tout cas sur toutes les chaînes de télé, il faut que la chambre du référendum, qui sera probablement tirée au sort, la chambre du référendum est chargée avec un budget, avec des moyens d'organiser
le débat pendant 6 mois, un an, 2 ans, s'il le faut, hein, ça dépend des questions. Il y a des questions simples et des questions qui demandent d'être mieux mises en scène, mieux pour éclairer l'opinion, il va falloir plus de temps. Donc ça, c'est la chambre du référendum qui va décider et qui va dire aux chaînes de télé de 19h à 20h, toutes les chaînes de télé, vous allez passer ce débat-là qui est fondamental entre les ouistes et les nonistes de la question qui est en cours. Et donc tout le monde va, bah, sauf ceux qui se cachent et qui ne veulent pas en entendre parler, d'accord, mais tout le monde pourra euh, assister à la mise en scène des conflits pour être au courant bien des avis, des arguments du oui, des arguments du non. Ça s'appelle éclairer l'opinion. Et puis au bout de 6 mois, au bout d'un an, le débat loyal, contradictoire, respectueux des opinions dissidentes, euh, parce qu'il y a des institutions qui vont être chargées de ça, et c'est des institutions qui sont incorruptibles. Le tirage au sort, vous verrez, c'est une procédure qui complique beaucoup la corruption, on verra ça tout à l'heure. Une fois le débat considéré comme épuisé, ça va, on a éclairé l'opinion, ben, on demande à la population, et vous votez. Et puisque la population vote, ça devient la décision, et personne ne peut se mettre en travers. Et peut-être ce sera une erreur. Oui, oui, on sait, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir se tromper nous plutôt que ce soit nos représentants qui se trompent et nous qui ne puissions rien faire. Et on sait bien qu'on ne va pas se tromper tout le temps, on sait bien qu'on va se tromper de temps en temps, et ce qu'on se dit, c'est que quand on va se tromper, ben, on va s'en apercevoir, puis on va corriger. Donc ça, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est à nous de l'écrire, il devrait être en toute matière, et nous sommes les seuls à pouvoir l'écrire. Jamais les élus, même les élus que vous aimez bien, hein, de gauche ou de droite, du centre, aucun élu n'écrira. Peut-être un ou deux élus qui sont des poissons volants, mais comme vous savez, les poissons volants existent, c'est vrai, mais ils ne font pas la loi du genre, ils sont peu nombreux, et donc ils ne sont pas majoritaires, et donc ce n'est pas eux qui décident. Donc il y a effectivement quelques élus qui sont capables d'imaginer de nous donner le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire de transformer la République française en démocratie française. Parce que si nous avions un vrai RIC en toute matière, pour imposer une loi, pour abroger une loi, pour révoquer un représentant ou pour euh, changer la Constitution, si nous avions un référendum en toute matière, nous deviendrions une démocratie. Et jamais les élus ne le voudront, ça les met au chômage, donc ils ne le feront jamais. Donc nous sommes les seuls légitimes et capables d'écrire le vrai référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'était, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais bon, j'ai dû mettre un bon quart d'heure sur le référendum d'initiative citoyenne. Et sur le tirage au sort, c'est là aussi, c'est une procédure, et c'est une procédure démocratique, c'est la seule procédure démocratique dans ce sens où elle respecte l'égalité de droits politiques qui est proclamée par la démocratie. La démocratie dit, euh, nous, les humains, voulons décider nous-mêmes de notre destin. Nous allons co-décider, nous allons voter, pas élire, nous allons voter nos lois et donc décider nous-mêmes de notre destin. Et on va le faire avec un homme, une voix. Pas un homme, une voix pour élire un maître comme aujourd'hui, un homme, une voix pour voter les lois. Et la seule procédure qui respecte ce principe, un homme, une voix pour voter les lois, la seule procédure, c'est le tirage au sort. Quand vous tirez au sort, d'abord, vous ne tirez pas au sort une personne, vous en tirez au sort plusieurs, ça peut être vous tirez au sort une centaine de personnes ou un millier de personnes, vous tirez au sort un groupe, et quand vous faites ça, les gens qui sont tirés au sort ne se sentent pas hissés au-dessus des autres pour une quelconque valeur. Quand on est tiré au sort, on sait bien que ce n'est pas pour notre mérite. Quand on est tiré au sort, on reste légal, le père, PAIR, on reste légal des autres. On est juste désigné pour une corvée, une fonction, un devoir. C'est pas un fromage, c'est pas une faveur, c'est pas une opportunité, un privilège. On est tiré au sort parce que voilà, c'est notre tour de faire la corvée. Ce sera pas long, on va nous aider. Ça se renouvellera pas probablement parce que le tirage au sort par construction, par mécaniquement, il produit de la rotation des charges, il déprofessionnalise la politique. C'est-à-dire qu'en fait, il règle tous les maux politiciens dont nous nous plaignons tous les jours seraient réglés mécaniquement par le tirage au sort. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le tour des vertus du tirage au sort? Moi, je l'ai fait en étudiant la procédure de l'élection, en faisant ce que j'appelle le procès de l'élection.
Donc, j'ai regardé cette procédure qu'on m'avait enseignée à l'école comme étant la seule procédure démocratique, me disait-on, m'ont dit mes parents, m'ont dit mes profs, m'ont dit les journalistes, m'ont dit les auteurs de livres que j'ai lus. Tout le monde m'a dit, depuis que je suis petit, on m'a dit la démocratie, c'est l'élection, l'élection, c'est la démocratie. Et bah, vous êtes enfant, tous les adultes le disent, c'est que ça doit être vrai. Et comme Descartes, dans son discours de la méthode, le suggère au début de son discours, il dit je vais réexaminer chacune de mes certitudes, de mes croyances, pour vérifier qu'elle est fondée. Et j'ai fait ça avec l'élection. Et j'ai écrit un texte où je le trouve, voilà, bon, c'est pas grave, je vais vous le faire de mémoire. Euh, c'est sur le site chouard.org, hein, chouard.org, chouard.org. Et là-dedans, vous avez un menu, c'est un blog, vous avez un menu, et dans le menu, vous avez euh, documents de conférence. Et dans les documents de conférence, il y a pas mal de trucs, mais dans les premiers documents, vous avez le procès de l'élection. Le procès de l'élection, ça fait 60 pages, mais 60 pages, là-dedans, il y en a 40 de citations, des citations que je tire des milliers de livres que je lis depuis 20 ans, et d'où je sors des pensées puissantes, utiles sur les pouvoirs, les abus de pouvoir, les contre-pouvoirs, imaginés par les hommes depuis la nuit des temps. Et cette page, je l'appelle en vrac. Je l'ai renommée il y a une dizaine d'années. Ça s'appelle Précieuses pépites. Et j'ai pris dans ces précieuses pépites politiques, hein, des pensées que je trouve utiles depuis la nuit des temps, j'ai pris celles qui concernent l'élection de tirage au sort. Et j'en ai 40 pages. 40 pages, vous allez voir, c'est gratiné, euh, c'est vraiment intéressant à lire, quoi. Les pensées de nos aïeux sur l'élection de tirage au sort, c'est des pensées profondes, c'est vraiment utile. Donc ça, c'est 40 pages, c'est pas de moi, c'est trié dans mes lectures par mois, mais c'est pas de moi. Et puis les 20 premières pages, c'est le procès d'élection que je fais, que je mène, et j'ai trouvé 10 vices majeurs de l'élection, des vices impardonnables. Un de ces vices suffirait à dire, on est obligé de prendre cette procédure-là, et pourtant il y en a 10. Des vices gravissimes. Et pour chacun de ces vices de l'élection correspond une vertu du tirage au sort qui est comme un miroir, qui est aussi vertueux, la procédure du tirage au sort est aussi vertueuse qui est vicieuse la procédure de l'élection. Alors, peut-être en introduction du procès d'élection, je ne sais pas si vous êtes prêt à entendre ça, j'en ai pour peut-être 5-10 minutes, hein. Vas-y. Quand, quand je le fais complètement, j'en ai pour une bonne heure, mais je peux aller un peu plus vite, hein. Euh, En guise d'introduction, je peux vous faire remarquer, que vous vérifiez, hein. Pour moi, c'est un chantier, hein. Je ne dis pas la messe, je ne suis pas en train de vous asséner une vérité que je vous impose, pas du tout. Je vous dis là où j'en suis de mes réflexions. Je suis sur un chantier où j'essaye de venir à bout de la domination, de toutes les formes de domination, et il me semble que en écrivant nous-mêmes les règles de la représentation, nous autres les humains, nous serions beaucoup moins dominés, y compris économiquement. On viendrait à bout du capitalisme, hein. Si on venait à bout de l'élection, à mon avis, on viendrait à bout du capitalisme et de la folie extractiviste et c'est de la démence marchande qu'on appelle capitalisme. C'est gentil, on devrait appeler ça crapulisme. Et à mon avis, c'est l'élection qui permet aux multinationales de prendre et notamment aux banquiers, multinationales de l'argent, c'est l'élection qui leur permet d'accéder au pouvoir politique et donc de devenir législateurs et donc d'instituer toutes les règles dont ils ont besoin pour nous rançonner et pour nous interdire, nous empêcher de résister. Donc, euh, la procédure de l'élection, on nous dit que c'est démocratique, donc ça permet au démos d'exercer le kratos, ça permet au peuple d'exercer le pouvoir, mais réfléchissez-y. Vérifiez avec moi euh, que ça a un début de vérité. Vous allez voir que c'est complètement con, c'est le contraire de la vérité. Vous allez voir. Qu'est-ce que je fais quand j'élis? Quand j'élis, je vais au bureau de vote le dimanche, et il y a une élection, et quand je mets le nom de quelqu'un dans une urne, je dis, je vote Mélenchon, Le Pen, qui que soit le type pour qui je vote. Je lui donne le pouvoir de décider pour moi. Je- Exactement. J'abandonne, j'accepte de ne plus jamais rien décider pendant 5 ans, et je dis le nom de celui qui va tout décider à ma place. C'est lui qui va voter. Quand j'élis, je ne vote pas.
Et je renonce à voter, je renonce à décider. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, C'est antidémocratique. que pensez-vous des votes électroniques? C'est le bout de la marne, comme disent les Québécois. C'est pire que tout. Enfin, pire que tout, c'est difficile. On a du mal à choisir tellement les règles sont scélérates en matière électorale, mais le vote électronique est une saloperie. C'est un moyen de tricher. Bon, parce qu'en fait, les élus ne se contentent pas de nous voler le pouvoir, mais ensuite, ils trichent en plus pour le garder et empêcher les autres candidats d'accéder à... Je vous rappelle que celui qui a compté les voix de Macron 2, c'est Macron 1. Celui qui a compté les voix de Macron 1, c'est Hollande. C'est Hollande qui a compté les voix de son ministre, de son chéri, de son poulain, qui était Macron. Et Macron a accédé au pouvoir avec des voix qui ont été comptées par son parrain. Parrain colle avec mafia, ça ne me dérange pas. Le gouvernement est mafieux. Le- En fait, les gouvernements des républiques sont d'essence mafieuse, hein. Ils se comportent comme la mafia historique. Ils ont les mêmes méthodes de la mafia historique. Euh, c'est les mêmes qui terrorise ses victimes. Donc la mafia tue la moitié de la famille sous les yeux de l'autre moitié. Et le gouvernement nous terrorise en mettant en scène un péril climatique, une guerre contre un virus ou que sais-je autre fadaise pour que nous ayons peur. Donc c'est le même qui terrorise ses victimes, qui ensuite se présente comme le protecteur. C'est le même qui terrorise, qui se présente ensuite comme le protecteur en échange de la docilité. C'est mafieux. C'est littéralement mafieux. Et ça n'a rien à voir avec la démocratie, évidemment. Alors, je reprends sur mon introduction sur le procès d'élection. Quand j'élis, euh, je renonce à voter. Et quand dans le langage courant, on nous conduit à mélanger vote et élire, qu'est-ce que tu as été faire dimanche, j'ai été voter. Non, non, tu n'as pas été voter, tu as été élire. Tu as été renoncé à voter, ne dis pas voter. Sinon, tu n'arrives pas à penser. On ne peut pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Donc, il faut vraiment, c'est un travail essentiel que je fais moi dans ma constitution. Dans la constitution que j'écris petit à petit, là, euh, je mets en première partie donc l'intention, de quoi il s'agit, c'est nous qui écrivons les règles, on interdit à nos représentants de devenir nos maîtres, mais dès le début, avant même l'article 1, il y a un glossaire, un lexique, un- une série de définitions des mots importants pour éviter les malentendus. Dans ma constitution, enfin, la constitution, la mienne, et puis vous ferez la même chose, à mon avis, vous ferez la même chose avec la vôtre. Si tu veux, à mon avis, nous devrions avoir tous, comme un petit chantier, vous n'êtes pas obligé de l'écrire entièrement. Écrivez quelques articles qui vous viennent à l'esprit. Mais nous devrions tous savoir, nous autres humains, qui voudrions ne plus être des enfants politiques, des électeurs, et qui voudrions devenir des citoyens, des adultes politiques, donc des constituants, nous devrions nous entraîner à écrire des articles, et donc nous devrions tous avoir ben, avec nous une espèce de bloc-notes dans lequel il y a un chantier des quelques articles que nous écrivons. Et je pense que si vous y réfléchissez un peu, vous verrez que c'est une bonne idée de commencer la Constitution par un lexique. Parce qu'il y a des tas de mots qui sont polysémiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs sens, et qui méritent d'être éclaircis pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quoi. OK, c'est vrai que le mot représentant a deux sens possibles. Le même mot en français, hein, représentant, peut vouloir dire maître ou serviteur. Non, euh, il il contient lui-même sa propre antonymie. Il peut être son propre antonyme, son mot contraire. Antonyme, c'est le contraire de synonyme, hein. Donc, il est, donc, il est super piégeux comme mot représentant. Euh, Est-ce qu'on parle de serviteur ou de maître? Eh ben, il me semble que dans la Constitution, on devrait écrire au début une définition en disant les représentants, pour nous, hein, dans notre Constitution en France, hein, puis après ça, vous, dans votre pays, vous ferez ce que vous voulez. Mais nous, en France, on a décidé que les représentants, c'est des serviteurs et qu'on ne voulait surtout pas qu'ils deviennent des maîtres. Donc, quand on va dire représentant, plus tard dans la Constitution, on vous dit ici dans le vocabulaire, on vous dit, nous, quand on dit représentant, on pense à serviteur, pas à maître. Donc, on ne veut pas que les représentants prennent notre place. Et on le dit dans la définition. Et donc, je parlais de ça pour parler des mots représentants et élection et vote. Et en fait, il y a toute une série de mots comme ça qui sont à l'envers et qui nous empêchent de penser. Et c'est un vrai travail important que de remettre ces mots importants à l'endroit. Et à mon avis, ça doit le faire dans la Constitution même, ce qu'on trouve dans aucune Constitution du monde, hein. Il y a, pour l'instant,
Mais il n'y a aucune vraie constitution sur Terre. Il n'y a que des fakes, hein. Elles sont toujours écrites par les représentants. Donc, alors qu'elles devraient toutes être écrites par les représentés. Bon. Donc, alors, si on, si on fait le tour de, de ce qu'on peut reprocher à l'élection, et moi, quand j'ai réfléchi à ça, je, je cherchais des vertus. Il doit bien y avoir des vertus de cette procédure qui est si universelle. Du point de vue de l'intérêt général, du point de vue des représentés, j'en trouve aucune, hein. Alors, ce serait bien quand même que je retrouve mon texte, une version de mon texte au moins, ou peut-être même simplement le sommaire. Je dois avoir. Il faut que je fasse attention pour renverser mon café. Alors, c'est une catastrophe si je renverse mon café. Je dois avoir simplement le sommaire, ça me suffira. Désobéissance, constitution, obéir ou désobéir, ça c'est un vrai beau sujet. Pour ces enjeux de la constitution, ça aussi c'est des vrais sujets. Souveraineté monétaire, un vrai sujet. Il y a juste plein de trucs importants, mais pas mon procès de l'élection. Procès citoyen d'élection. Je peux vous le montrer en même temps que je le lis. Est-ce que ça va marcher, ça? Vous allez voir, Oui, c'est net ou oui, c'est oui. flou? Ouais. Il faut que vous ayez... Tac, tac, tac. Vous le trouverez sur le site, ça, hein. Vous pouvez le repasser lentement. OK. Alors, je prends les sujets, puis je les développe, mais juste un peu pour avancer. Donc, en fait, j'ai trouvé plein de vices, hein, plein de défauts majeurs impardonnables à l'élection. Et pour les présenter, je les ai classés. J'ai mis d'abord les vices du côté des gouvernants, et puis ensuite du côté des gouvernés. Alors, bon, je commence par les gouvernés. Du côté des gouvernés, du côté de nous, qu'est-ce que l'élection produit? Alors, en général, la façon dont je résume ce que je vais ensuite détailler, je dis l'élection infantilise les électeurs. Elle nous traite comme des enfants qui ne pouvons décider de rien, et donc elle les paralyse. Ce qui fait qu'elle les paralyse, c'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas se défendre. Et donc elle les décourage. Les gens voient bien qu'ils ne peuvent rien faire, donc ça les décourage de faire de la politique, elle les décourage de penser et de défendre le bien commun. Il y a plein de gens qui font plus de politique en disant la politique, ça m'est égal, je veux plus m'en occuper, parce que l'élection, en nous paralysant, elle nous désincite à faire de la politique. Alors que le tirage au sort, non. Le tirage au sort, c'est tout le contraire. Euh, Au lieu de nous infantiliser, il nous transforme en adultes, il compte sur nous. C'est-à-dire que nous pouvons tous être tirés au sort pour exercer telle ou telle fonction de magistrat, fonction de contrôleur, fonction de représentant, fonction de... Toutes les fonctions publiques dont nous avons besoin, nous les attribuons aux citoyens au sort. Donc chaque citoyen, sachant qu'il va être tiré au sort, se transforme. Il se prépare pour pas être nul le jour où il va être tiré au sort. Donc c'est vraiment l'élection infantilise alors que le tirage au sort responsabilise. Nous nous préparons. Alors, j'ai 3 points, 3 vices que j'ai mis dans cette catégorie des représentés, du côté des représentés. Premier vice, l'élection est aristocratique. Quand vous élisez le meilleur. Vous n'élisez pas celui que vous considérez le plus mauvais. Vous élisez celui que vous considérez comme de tous les candidats, le moins mauvais ou le meilleur. Le meilleur, ça se dit Aristos en grec, et donc c'est une procédure aristocratique qui consiste à choisir le meilleur. Alors que le tirage au sort, il est démocratique. Il ne choisit pas le meilleur, il choisit n'importe qui. C'est la démocratie. Aristos, démocratique ou aristocratique? Premier vice, l'élection n'est pas démocratique, elle est antidémocratique. Elle empêche le démos d'exercer le kratos. Deuxième vice, par définition, donc c'est ce qu'on disait dans l'introduction, peut-être que je n'aurais pas dû le dire dans l'introduction, par définition, élire, c'est abdiquer, c'est renoncer à exercer soi-même la souveraineté, c'est déléguer, c'est renoncer à légiférer. Alors que tirage au sort, c'est revendiquer sa souveraineté. Quand, quand on tire au sort, ce n'est pas les tirés au sort qui vont voter les lois. Le tirage au sort, il rabaisse les représentants. L'élection rehausse les représentants
les fait se sentir fiers d'avoir été choisis comme les meilleurs, alors que le tirage au sort, il dit non, non, mais attends, tu n'as été que tiré au sort, tu restes des nôtres et tu restes égal à nous. Troisième, troisième vice, l'élection décourage et déresponsabilise. Elle dissuade de bien faire, elle éloigne le peuple de la politique et du bien commun, alors que le tirage au sort encourage et responsabilise, incite à bien faire, parce qu'on va être, on risque d'être effectivement un jour appelé à décider et donc à ne pas se tromper, et on va être rendu responsable de ce qu'on va faire. Donc du point de vue des, et c'est pas le plus grave, je vous garde le meilleur pour la fin, vous allez voir, progressivement ça va devenir de plus en plus grave. Du point de vue des représentés, c'est quand même pas brillant, une procédure qui nous infantilise, qui nous déresponsabilise, qui nous décourage, qui nous désincite à faire de la politique, et qui nous prive de toute possibilité de décider. Donc c'est une procédure qui est violemment antidémocratique. Quand je dis qu'elle est aristocratique, je pourrais dire qu'elle est antidémocratique, c'est-à-dire qu'elle nous tient à l'écart de la décision. Je répète, une procédure qui serait soi-disant démocratique et qui en fait tient le démos à l'écart du Kratos, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, il faut réfléchir un peu, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour s'apercevoir on s'est fait avoir, mais par des gens qui ne sont pas forcément méchants, hein. Moi-même, j'ai appris à mes enfants, avant d'y avoir réfléchi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai enseigné ce qu'on m'avait appris. On m'avait appris que l'élection, c'est la démocratie, c'est l'élection, et j'ai dit à mes étudiants, j'ai dit à mes enfants, l'élection, c'est la démocratie, quand un peuple se libère, ben, il met en place l'élection, et ça devient une démocratie, je l'ai dit aussi. Et j'étais pas en train de mentir à mes enfants et à mes étudiants, j'étais juste en train de me tromper. Je ne vous dis pas que tout le monde est, hein, c'est pas un complot, c'est juste une sottise. Il y a un complot des puissants hein, quand même, parce que eux, ils savent, à mon avis, les élus savent très bien qu'ils mentent quand ils disent que l'élection est démocratique ou que la République est démocratique, qu'il y a une démocratie représentative. Ils savent très bien que c'est du foutage de gueule, mais la plupart des gens, des intellectuels, des parents, des profs, ils se trompent simplement. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui... On entend souvent des personnes qui disent que Macron paye les erreurs de ses prédécesseurs et qu'en fait, voilà, il pourrait être... C'est un pauvre président qui paye les erreurs de ses prédécesseurs. Macron, c'est un gredin, c'est un bandit, c'est un banquier. Enfin, il finit le travail qui a été commencé par Pompidou, qui était banquier, dans la même banque d'ailleurs, ils étaient tous les deux chez Rothschild. Mm. Enfin, je me fous que ce soit une banque ou une autre, ça pourrait être Goldman Sachs, on s'en fout, mais enfin, c'est un banquier. Ben, ça va, je ne confonds pas l'intérêt des banquiers avec l'intérêt général, c'est pas pareil. Et vous dites que justement, le dernier rempart qui reste pour renverser le gouvernement, c'est la police. Comment est-ce que les Français pourraient faire pour sortir de ce système qui n'est pas démocratique et pour enfin avoir... comment est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que la police se range de notre côté. Oui. Comment est-ce qu'il faudrait faire? Alors, on fait une parenthèse, peut-être qu'il faudrait quand même que je vous dise les vices, bon, vous le verrez peut-être dans le document, quoi, hein, les vices du côté des gouvernants. Parce que c'est terrible, hein, l'élection produit, elle choisit les pires, quoi, hein. Elle choisit les pires menteurs, elle choisit les pires d'entre nous, quoi, hein. Il faudrait quand même que je vous lise juste les titres Ouais, des dites-moi. 7 vices de l'élection. Mais je peux vous répondre, si vous voulez, sur la police, hein, comment ça va se passer. Euh, Macron, c'est comme, ça ressemble à ce que disait la Boétie, ce que j'ai à vous dire. C'est un autre Étienne, Étienne de la Boétie, 15e siècle, ou 16e siècle. À l'époque de Montaigne, Montaigne et la Boétie étaient deux amis chers, et la Boétie qui avait, je crois, il avait 15 ans, quelque chose comme ça, 15-16 ans, hein, il était tout jeune. Et il a écrit le discours de la servitude volontaire en disant, mais c'est incroyable, quand même, le roi, il est tout petit, il est chétif, il est même pas musclé, il est pas plus malin que les autres, il mange comme les autres, il a les mêmes besoins que les autres, et tout le monde lui obéit. Tout le monde lui obéit, comme si c'était lui la vérité, le pouvoir. Mais c'est extravagant, quoi. Et la Boétie disait, mais soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Il ne tient qu'à vous de vous émanciper. Et arrêtez d'obéir. Arrêtez d'obéir, et vous allez voir, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et d'ailleurs, je vous le dis, parce que j'ai peur d'oublier, on parlait d'Éric tout à l'heure. Si vous attendez que les représentants vous le donnent en l'écrivant dans la Constitution, vous allez attendre longtemps, vous allez mourir et vous l'aurez jamais vu. Alors que vous pourriez dès aujourd'hui mettre en place le RIC, organiser des RIC. Il y a des communes qui le font, j'appelle ça des RIC sauvages, au sens où ils sont libres,
Alors c'est peut-être mieux de dire libre parce que sauvage, c'est quelquefois utilisé dans le sens violent, alors que c'est tout sauf violent, c'est absolument pacifique ce que je vous dis, hein. Donc peut-être que le mot RIC libre est mieux que RIC sauvage, mais dans mon sens, dans mon esprit, c'est la même chose. C'est des RIC souverains, c'est des RIC où le peuple, se pensant enfin souverain, n'attend rien de ses représentants, il n'attend rien des médias, des journalistes, ceux qui devraient être les sentinelles du peuple et qui en fait sont les matons du peuple, les désinformateurs, enfin les médias, c'est un robinet à mensonges, hein, avec les vannes ouverts à fond toute la journée. Donc, on n'attend rien des médias, on n'attend rien et on organise nous-mêmes les consultations. Donc, vous avez une poignée de militants dans la commune qui va faire le tour. Alors, c'est tout petit les communes, hein. Il faut comprendre qu'il y a 36 000 communes en France et il y en a la moitié ou 32 000 je ne sais plus, d'un seul coup le chiffre m'échappe, mais peu importe. Il y en a la moitié, donc 17 000, qui sont qui font moins de 500 personnes. Moins de 500 personnes, organiser un référendum sur même pas 1000 personnes, mais c'est pas compliqué, hein. Une dizaine de militants, on fait du porte-à-porte, on va voir tous les gens de la commune, hein, tous ceux qui nous ouvrent la porte. Et si vous toquez et vous dites on veut vous parler du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, les gens ne vont pas vous claquer la porte au nez. Parce qu'en France, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans, que tout le monde veut le RIC, hein. Les sondages disent toujours c'est 80, 85, 90% des gens veulent le RIC. Donc vous allez arriver en terrain conquis d'une certaine façon, c'est que les gens savent ce que c'est et ils le veulent. Donc, si vous venez en parler en disant on l'organise chez nous, ils ne vont pas vous claquer la porte au nez. Donc, les militants font le tour, d'abord un premier tour des 500 villageois ou des 500 membres du quartier, quoi, hein. Si vous êtes dans une grande ville, donc c'est pas un village, mais vous pouvez faire le tour du bureau de vote, hein. Il s'agit de prendre des petites unités politiques. Et vous prenez votre bureau de vote, vous avez demandé à la mairie les noms et les adresses, le maire ne peut pas refuser. Il faut juste que vous vous engagiez à ne pas en faire un usage commercial pour gagner de l'argent. Mais si vous prenez cet engagement, le maire ne peut pas refuser de vous donner les noms, les téléphones et les adresses de tous les euh, concitoyens de la municipalité. Et ensuite, vous allez les voir, vous faites un premier tour pour demander aux gens quelles sont les trois questions qui vous paraissent les plus importantes. Quelles sont les questions euh, qui ne sont pas traitées aujourd'hui par les politiciens et que vous voudriez traiter et en plus vous voudriez décider sur ce sujet au niveau local. Puis après ça, on fera peut-être la même chose au niveau national. Mais en fait, vous pouvez déjà commencer à faire des RIC au niveau local. Il n'y a rien qui nous interdit. Il n'est pas écrit dans la Constitution, il est interdit au peuple de faire ça. Non, pas du tout. C'est pas prévu. Voilà. Le RIC est prévu, enfin le RIC, non, il n'y a pas de RIC prévu dans la Constitution. Le référendum est prévu dans la Constitution française, mais il n'y a rien qui interdit à la population de les organiser elle-même. D'ailleurs, là, le tout petit peu, le petit indice dans la Constitution qu'on peut utiliser, c'est l'article 3 de la Constitution qui dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça va, c'est dit ça. Bon, qu'il exerce, ben, c'est bien, euh, par ses représentants. Ça, c'est une arnaque. Donc voilà, quand on a dit par ses représentants, si vous réfléchissez bien, l'ensemble de la phrase est morpionné, c'est un mot québécois, hein, et abîmé par la, la fin. Quand on dit qu'il exerce par ses représentants, ça veut dire qu'il n'exerce pas, quoi. Bon. Mais bref, ça ne dit pas qu'il exerce que par ses représentants. Donc, on peut, avec l'article 3, dire, mais la Constitution ne m'interdit pas d'organiser moi-même le RIC dans ma commune. Et donc, vous pouvez faire ça. Vous faites un premier tour pour choisir les sujets que la population considère comme importants. Et puis ensuite, vous comptez le nombre de fois où apparaissent les sujets. Et les trois sujets qui apparaissent le plus souvent, eh bien, vous le mettez au RIC. Vous prenez le sujet qui apparaît le plus souvent et vous le mettez au RIC. Ensuite, vous refaites le tour et vous dites, euh, on va organiser un RIC. euh, Ça va être peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois. Alors, il y a les huissiers, parmi les huissiers, il y a des huissiers qui sont démocrates et qui aspirent à la liberté et qui nous aident en fait gratuitement. Euh, ils, ils, ils attestent de la probité, de l'honnêteté, de la loyauté, du scrutin, du RIC, en fait, de la consultation. Et c'est très bien parce qu'en fait, ça ne va pas être constitutionnel. Il ne va pas y avoir de force contraignante parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution pour l'instant. Mais par contre, sur le plan pédagogique, c'est extrêmement puissant. Nous, ça nous transforme. De, de, D'abord, les militants, ça les transforme, ça les enracine, ça les rend plus performants pour les prochains. Mais surtout, les gens qui s'aperçoivent que, en fait, ce qui leur manque, c'est juste une procédure de décision,
Et ce qui leur manque, c'est le RIC, quoi. Hein. Et que, en fait, tous les autres sujets que le RIC, tous les sujets législatifs sur lesquels on a des opinions, des volontés, des souhaits, en fait, aujourd'hui, on est impuissant politiquement, mais si on avait le RIC, on aurait accès à tout ce qui nous intéresse. On pourrait prendre les décisions, la population pourrait décider sur tous les sujets les plus importants pour elle, et elle pourrait décider souverainement. Et le RIC sauvage, il nous entraîne à ça. Tu vois, c'est un outil pédagogique pour devenir de plus en plus nombreux. Je reviens à votre question qui est comment on pourrait faire, comment ça va se passer concrètement, par quel miracle la police va nous aider. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais au début, je vous disais, Macron, il est comme toi et moi, c'est un bonhomme, il n'est pas plus fort, il n'est pas tellement fort que tout le monde le respecte. C'est pas Non, ça. mais il a monté les uns contre les autres. Il fait ça depuis très longtemps dans divers domaines. Oui, mais non, non, mais c'est pas que Macron. Il faut. Alors, Macron, c'est un exemple, Mm. mais il faut le prendre comme un personnage conceptuel. Ce qui m'intéresse, c'est pas le tyran ou les tyrans. Ce qui m'intéresse, c'est la tyrannie. Quand Macron partira travailler chez Goldman Sachs, chez Rothschild ou chez un banquier, euh, c'est-à-dire avec une corruption qui est déguisée et qui est juste décalée dans le temps. C'est-à-dire que le gars va toucher des millions un peu plus tard, une fois qu'il aura bien servi les intérêts de son corrupteur, de ses corrupteurs, pendant qu'il est aux manettes, censé nous représenter, mais en fait, il nous trahit tous les jours. Tous les jours, il y a trois lois scélérates. C'est effrayant, on ne sait plus où donner de la tête. Bon, une fois qu'il aura bien trahi et bien vendu le pays comme on vend du bétail à un écarisseur, il va se retrouver à se goinfrer de toutes sortes de richesses, de toutes sortes, mais il va être remplacé par un autre. Donc moi, je m'en fous complètement de Macron. Ça n'a pas d'intérêt. La discussion sur Macron lui-même, vous comprenez, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le type qui est le chef des armées, le type qui désigne à tous les emplois civils et militaires. C'est ça que fait le président dans la Constitution française. C'est incroyable l'énormité du pouvoir qu'il a. Le type qui est le président, le chef de la majorité parlementaire. En fait c'est le gars qui a l'initiative des lois, principalement, et prioritairement par rapport aux membres du Parlement, c'est le gouvernement, et donc l'exécutif, qui a l'initiative des lois. Euh, L'accumulation des pouvoirs qu'il y a sous cette tête-là, ce type-là, c'est un simple humain. Et ce qui lui donne ce pouvoir, c'est des institutions. Et tout le monde s'en fout des institutions. Et c'est un tort de se foutre de la Constitution, parce que tous les pouvoirs obéissent à la Constitution. Ils sont tous légitimistes, ils sont tous légalistes. Et la police obéit à la Constitution. L'armée obéit à la Constitution. Les juges obéissent à la Constitution. Les gardiens de prison et tous les pouvoirs, en fait, obéissent à la Constitution. Et vous vous en foutez? C'est complètement con. C'est complètement con. C'est là que se situe votre impuissance et c'est là que pourrait être écrite votre puissance. Alors, qu'est-ce qui fait que Macron n'est pas jeté dehors à coups de pompe dans le derrière par les gens qui le martyrisent, par la population française qui le martyrise? C'est qu'il y a une police, c'est qu'il y a des gens armés qui ont le monopole de la violence légitime, c'est comme ça qu'ils disent, alors qu'elle est profondément illégitime, je trouve. Hein. Je ne vais pas ouvrir toutes les parenthèses qui me viennent à l'esprit, mais euh, si quelqu'un se met en tête des Robocop qui vont l'empêcher, c'est ça qui protège Macron. Quand les Gilets sont pointés près de l'Élysée le jour où ils sont allés à l'Étoile, là où l'Élysée avait tellement peur qu'ils avaient préparé l'hélicoptère, Macron était prêt à se barrer. Euh, les Gilets jaunes, ils étaient prêts à faire sauter le pouvoir là. Bon, ils n'ont pas osé, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas organisés, il n'y a pas de chef. Mais il ne faut pas grand-chose pour faire sauter un gouvernement. Alors, si la police en plus passe de notre côté, alors là, c'est instantané. C'est instantané. Le président saute tout de suite. Le président et son gouvernement et tout le système de domination parlementaire saute instantanément. Et qu'est-ce qui pourrait faire que la police se mettrait à soutenir un projet révolutionnaire? À mon avis, donc ça c'est une thèse, hein, je ne suis pas sûr du tout que ça va se passer, mais je vous la soumets. Il me semble que il faudrait faire un film qui montre ça en train de se passer pour que vous vous rendiez compte que c'est pas qu'une fantaisie, c'est quand même possible que ça se passe comme ça. Imaginez que ce que je vous dis là, nous devrions nous entraîner à écrire la Constitution. Donc, nous devrions
passer du stade d'électeur, enfant, à citoyen, constituant, adulte. Nous nous transformons, comme une chenille devient un papillon. Nous nous transformons. Ça ne suffit pas. En même temps, je le dis dans toutes les conférences, hein, je dis quand vous sortez de là, l'idée que je vous ai décrite vous a plu, mais il faut que quand vous sortiez, vous continuiez à faire des ateliers. Vous en avez fait un peu cet après-midi, mais il faut continuer à en faire. Et puis, il faut aller voir vos voisins. Il faut aller voir vos cousins, vos copains, vos collègues de travail, les gens dans la rue. Il faut que vous transformiez d'autres personnes, que vous aidiez d'autres personnes à se transformer et à devenir aussi des papillons. Et imaginez que ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Les gens sont paresseux, ils sont défaitistes, ils sont affligés d'un... Je trouve les différentes raisons qu'ils me disent quand ils me croisent dans la rue, qui me disent non, non, j'ai rien fait. Ils me prennent dans leurs bras en disant merci. Et puis en fait, quand je leur dis, mais alors, vous faites des ateliers constituants, ils me disent non. Et je leur demande pourquoi. Ils me disent, ces raisons qui sont, à mon avis, des raisons bidons, parce que, enfin bon, ils me disent, j'y crois pas, le pouvoir se laissera pas faire. Mais on n'a pas besoin que le pouvoir se laisse faire. Il faut qu'on soit nombreux. Et pour qu'on soit nombreux, il faut que vous en occupiez. Il faut que nous soyons contagieux. S'il n'y a que moi qui fais le boulot de contagion, ben, on est quelques centaines de milliers, comme on est aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Pour qu'on devienne des millions, il faut que que vous fassiez comme moi. C'est-à-dire, vous allez voir des gens que vous ne connaissez pas, et vous leur expliquez l'idée constituante, l'idée de vraie démocratie instituée par les citoyens eux-mêmes, les électeurs qui arrêtent d'élire, enfin, qui arrêtent d'élire l'Assemblée constituante, et puis qui se sont entraînés à écrire des articles constituants, ils se sont rendus compte ça y est, ils se sont rendus compte, mais oui, c'est vrai, il a raison, le père Choix, on est tout à fait capable d'écrire des articles de constitution qui sont au moins aussi bons que la saloperie de prison politique et la constitution de la cinquième, oui, nous sommes capables, et nous avons rendu massivement. C'est une idée qu'il faut déchoirdiser, quoi. C'est une idée qui doit être, qui doit se généraliser et même au-delà du pays France, hein, parce que c'est universel l'idée que c'est pas aux représentants d'écrire la Constitution, c'est pas aux représentants d'écrire les règles de représentation, c'est aux représentés. C'est une idée universelle qui va nous émanciper, hein, qui va nous faire sortir du capitalisme et puis qui va, à mon avis, elle va permettre d'obtenir la paix, la justice et la prospérité, rien que ça. Donc, enfin, ça vaut le coup et c'est universel. Dans toute l'histoire des hommes, ça va être un vrai tournant, ce truc-là. Bon, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Je n'ai pas encore trouvé les mots. Je ne trouve pas les mots qui font que les gens s'entraînent et surtout deviennent contagieux. Mais imaginez quand même que ça arrive, que peut-être une star du hip-hop ou quelqu'un comme Alexandre Astier ou une star de rap, ouais, que les jeunes écoutent, se mettent à reprendre avec ses mots à lui l'idée que je défends, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, il faut qu'on arrête d'élire l'Assemblée constituante, il faut qu'on s'entraîne nous-mêmes, tous, avec nos frères, nos sœurs, nos copains, qu'on s'entraîne à écrire les règles de la représentation, les règles de la monnaie, les règles de contrôle des médias, les règles de... Enfin, ce qui nous semble nécessaire pour enfin nous émanciper, et les règles du RIC, hein, bien sûr, euh, et imaginez que ça marche, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, des médias qui se mettent à en parler, et à en parler vraiment comme d'une priorité, qui arrête de parler de démocratie quand on parle de l'antidémocratie, etc. Et en fait, nous devenons vraiment nombreux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la police? Il faudrait que le film montre la vie d'un CRS. Bon, les films savent faire ça, de prendre un bonhomme, et il sert d'exemple pour montrer que ça se passe chez tous les CRS, enfin chez plein de CRS. Et il y a un CRS qui rentre d'une manif, qu'il a réprimé, comme d'habitude, et puis il rentre chez lui, et chez lui, il trouve... euh, sa mère et son fils, donc la grand-mère et son petit-fils, qui sont en train de faire les devoirs. Bon, c'est souvent le cas, mais sauf que là, les devoirs sont finis et ils sont passés à autre chose. Ils sont en train de réfléchir à la monnaie. On voit le CRS qui se penche, qui regarde, et puis qui les regarde faire. Et puis on voit la mamie qui est en train de parler avec le fiston, ou la fistonne, et puis qui lui dit et sur la monnaie, est-ce qu'on la prévoit fondante ou est-ce qu'on la prévoit pas fondante? Et est-ce que les banques commerciales peuvent continuer à créer la monnaie ou bien est-ce qu'il n'y a que l'État qui peut créer la monnaie? Ah oui, il n'y a que l'État. Mais alors comment on fait pour décider de la quantité de monnaie à créer? Ben, en fait, alors tu as l'enfant qui dit, mais tu sais, j'ai entendu que en fait, c'est quand il y a du chômage, on sait qu'on manque de monnaie. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une institution qui dise, euh, il y a du chômage, donc il faudrait que l'État crée 10 milliards d'unités monétaires, alors c'est le franc ou l'unité monétaire du pays en question, il faudrait qu'on crée 10 milliards pour donner du boulot à ceux qui n'en ont pas. Parce que, mamie, ça s'appelle être employeur en dernier ressort. Si on donne la création monétaire à la puissance publique, à ceux qui nous représentent, on leur donne pour qu'ils donnent du boulot à ceux qui n'en ont pas. Et parce que l'État, dans certains cas, est le seul à être
capable d'être employé en dernier ressort, et c'est pour ça qu'on lui donne la création monétaire. Alors, la mairie dit, c'est vachement intéressant, c'est un document. Oui, regarde, c'est un premier document. Et puis, le CRS qui regarde tout ça, qui dit, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de devenir constituants. Bon. Et puis, on passe à une autre scène où le même CRS, le week-end, va jouer avec ses potes au rugby. Et puis, à la fin du match, ils se retrouvent dans les vestiaires, ils blaguent. Et puis, il y en a deux CRS qui sont en train de bosser et qui bossent sur la chambre de contrôle de la police. Quoi? Alors là, ils s'arrêtent, ils les regardent. Et puis, tu as un des CRS qui dit, mais tu es sûr qu'il faut prévoir la règle de contrôle de la police? Il y a l'autre policier qui lui dit, écoute, si on ne crée pas, nous, les règles de contrôle qui nous semblent justes, mais qui ne soient pas trop fortes pour qu'on puisse quand même bosser, il faut qu'on écrive nous-mêmes, tu vois, pour qu'on ait des propositions à faire. Il faut qu'on soit contrôlé. On ne peut pas revendiquer de ne pas être contrôlé. Il va falloir qu'on soit contrôlé, mais c'est quand même pas con de réfléchir nous-mêmes aux règles de notre propre contrôle pour que ce soit un contrôle raisonnable. Et tu as le CRS qui regarde ça, qui voit ses deux potes qui, au lieu de faire des blagues à la con en buvant de la bière, sont en train de faire un atelier constituant. Ce gars est en train de comprendre qu'il y a une idée dont l'heure est venue et qui, toute la société est en train de s'entraîner à écrire les règles de la représentation et les règles de contrôle des pouvoirs. Et la police elle-même s'en sert, la police elle-même s'en aperçoit parmi les proches. Hein. Et il me semble que si on arrive à ce stade où nous sommes si nombreux que la police, parce que pour moi la police, bon, il y a quelques affreux qui nous tirent dessus alors qu'on est désarmés, comme ce que Macron a envoyé et qui crèvent les yeux des gilets jaunes, qui leur arrache des mains, enfin, c'est effrayant. Mais je n'assimile pas toute la police à ça, du tout. C'est quelques salauds qui font partie de la police et qui en profitent pour se défouler ou qui obéissent aveuglément, qui font des saloperies, juste des gens problématiques, mais la police ne sont pas du tout comme ça, ils ont même honte qu'on ait fait ça en leur nom, et il y a plein de gens qui sont dans la police et dans l'armée et qui servent l'intérêt général, quoi, hein, qui ils protègent la population contre les grands désordres, le chaos, les violences, et ça se comprend. Et quand ces gens-là vont sentir que putain, mais c'est toute la société qui veut devenir constituante et qui veut plus élire l'Assemblée constituante. Le jour où ça va péter, Mm. je ne sais pas pourquoi ça va péter, ça va être, quelquefois c'est un jeune homme qui se met le feu à lui-même tellement il n'en peut plus, il s'immole par le feu, et ça fait une telle réaction épidermique que la population, elle n'en peut plus, elle pète, elle descend dans la rue. Donc, je ne sais pas si ce sera quelque chose comme ça ou autre chose, je ne sais pas ce qui va déclencher, mais je n'ai pas besoin de le savoir pour vous dire que, euh, quel que soit le prétexte, si quand on descend dans la rue, c'est pas seulement les Champs-Élysées qui sont morts de monde, c'est toutes les rues de Paris, toutes les rues de Marseille, toutes les rues de Lyon, toutes les rues des villes qui sont noires de monde, avec une cause commune. Et qu'au lieu de partir avec des panneaux qui partent dans toutes les directions, tu as un panneau qui dit on ne veut pas élire l'Assemblée constituante, on veut écrire nous-mêmes la Constitution parce qu'on veut le RIC. Et tous les panneaux disent ça à leur manière, en se marrant, ou très sérieux, ou avec des façons allégoriques. Mais tous sont concentrés sur on veut un processus constituant populaire permanent, le rite constituant. On veut écrire nous-mêmes la Constitution, parce qu'ensuite on veut écrire nous-mêmes les lois, et on veut contrôler nos représentants. Mais on veut écrire nous-mêmes la Constitution. Si tous les panneaux, dans toutes les manifs de toutes les rues de Paris, la police, elle ne va pas nous tirer dessus. Quand Macron va dire tirez dessus, ils rentrent chez eux, je pense que la police, elle ne nous tirera pas dessus. Mais dans l'ordre, il ne faut pas attendre que la police change avant que nous changions. Dans l'ordre, il faut d'abord qu'on comprenne que nous avons, c'est le nom de mon bouquin, hein, nous avons une cause commune. Mon bouquin, il s'appelle Notre cause commune. Je pense que notre cause commune, et le sous-titre, c'est important, c'est instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Instituer nous-mêmes, que vous soyez de gauche ou de droite, du centre, que vous soyez jeune, vieux, que vous soyez manuel ou intellectuel, que vous soyez un ouvrier, un maçon, un syndicaliste, un paysan, une aide sociale. Euh, nous avons une cause commune. Nous avons besoin d'une puissance politique pour nous défendre contre les salauds. Nous avons besoin d'une puissance politique et nous sommes les seuls à être capables de l'instituer. Donc il faut que nous apprenions, et c'est ça notre cause commune à mon avis, il faut que nous apprenions à instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque et dont nous avons besoin pour instituer la police, la, la justice, la paix, la prospérité. Et donc là, je pense que si la police ne nous tire pas dessus, le pouvoir va s'en aller, il va prendre son hélicoptère, il va se barrer pour ne pas se faire trucider. Euh, et nous allons écrire comme on est prêt dans notre tête. On s'est entraîné.
Et donc, on ne veut pas élire l'Assemblée constituante. Donc ensuite, commune par commune, euh, bureau d'électeur par bureau d'électeur, bureau de vote par bureau de vote. C'est pas des bureaux de vote, ça devrait s'appeler des bureaux d'élection, puisque vous avez compris qu'on ne vote jamais là-dedans, on élit. Hein. Mais bon, on appelle ça des bureaux de vote. Bureau de vote par bureau de vote, donc des petites circonscriptions. Nous allons écrire notre constitution. Et on va, moi j'habite un petit village qui s'appelle Tretz, et donc on va écrire la constitution de la commune libre de Tretz. Donc on va devenir une commune libre. La démocratie, ça va se passer à petite échelle. Et en même temps qu'on va écrire la constitution de Tretz, on va réfléchir à comment on va désigner parmi nos représentants, ou parmi nous, parmi les citoyens de Tretz, on va réfléchir à comment on désigne un représentant dans l'Assemblée fédérale, confédérale. Parce qu'en fait, c'est une confédération de communes libres qui va faire une vraie démocratie. Il faut d'abord qu'on s'émancipe au niveau des communes, mais dans le même geste, en même temps qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut décider nous-mêmes au niveau de la commune, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut déléguer au niveau de la confédération. C'est quoi la différence entre fédération et confédération? Dans les deux cas, il s'agit de rassembler des États souverains, donc des communes, et la fédération, elle domine les États souverains, qui sont plus vraiment souverains, c'est la fédération qui va devenir souveraine, et les États fédérés sont quand même assez asservis à la fédération. Alors que dans une confédération, les États souverains, donc les 36 000 communes libres, alors peut-être qu'il y a des communes qui se mettront ensemble pour être un peu moins petites, mais dans la confédération, elle respecte vraiment scrupuleusement les entités confédérées. Et donc, à mon avis, c'est meilleur pour faire une vraie démocratie, il faudra que ce soit une confédération. Mais ce qui serait bien, et ce que devrait montrer le film, c'est que euh, euh, les caméras euh, montreraient, ben, il faudrait que les journalistes se transforment en même temps, ou bien qu'on envahisse les rédactions des télés privées à grande écoute, parce que la révolution, il va falloir qu'elle soit médiatisée. Et je ne sais pas comment ça se passera, la médiatisation, mais j'imagine Sur les bien réseaux que sociaux. alors oui, mais c'est insuffisant. Pendant que les réseaux sociaux, on est content quand on fait 1 million de vues, à la télé, ils font 10 millions de vues très facilement. Donc, à mon avis, on va avoir besoin de la télé. Euh, la démocratie va avoir besoin d'éclairer l'opinion. Hein. Si on donne du pouvoir à l'opinion, il faut vraiment que cette opinion soit éclairée, sinon on va décider des conneries. Hein. Il ne faut pas laisser les médias aux riches. Hein. Moi, dans l'article que j'ai écrit sur le RIC, donc c'est pas très long, hein, ça fait 3-4 paragraphes, juste après avoir défini, dans le même article, hein, je ne passe pas à un autre article, c'est le même article dans lequel je définis le nombre de personnes qui peuvent déclencher, le fait que c'est en toute matière, le fait qu'aucune institution puisse se mettre en travers du peuple, une fois que le peuple a décidé, ça va avoir lieu. Dans le même article juste en dessous, je dis, mais compte tenu que nous savons que l'opinion à qui nous donnons du pouvoir là doit être éclairée, il faut que les riches rendent les médias. On reprend les médias. Alors, on va les payer. Il y aura une chambre de contrôle qui va décider des sommes d'argent qu'on va créer pour indemniser les riches à qui on a pris les médias. À mon avis, ce n'est pas forcément des fortunes parce qu'ils se goinfrent déjà assez. Et puis, c'est pas une machine à faire de l'argent, c'est une machine à avoir le pouvoir. Donc, on va leur reprendre ce truc, on va leur reprendre les médias. Il faut absolument reprendre les médias aux riches. Et ensuite, il faut interdire aux riches, à toute personne, physique ou morale, il faut interdire à quiconque d'acheter un média. Les médias doivent appartenir à ceux qui travaillent. Point barre. Et ça, c'est à nous de l'écrire dans la Constitution. Et je l'écris, la reprise des médias aux riches, c'est tellement important. C'est plus important que la monnaie, c'est plus important que le tirage au sort. Je pense que c'est décisif, les médias. Hein. Et donc, dans le même article où j'institue le RIC, j'institue la, la- le pluralisme des médias et la liberté des médias avec la liberté d'expression. Et donc, j'imagine que si les médias qu'on a réussi à envahir pour pouvoir expliquer aux gens ce qui est en train de se passer au niveau de l'émancipation des communes pour faire une confédération de communes libres, il y a des pays voisins qui vont s'en apercevoir, et puis le film pourrait montrer qu'il y a une contagion qui se passe, pas dans tous les pays, mais dans quelques pays, et on pourrait voir que ça demandait aussi qu'à se préparer. En fait, il y a d'autres pays où on faisait des ateliers constituants et d'autres pays où ça y est, ça pète. Nous voulons devenir constituants. On ne veut plus être électeur. On ne veut plus être ravalé au rang dégradant d'électeurs, c'est-à-dire d'enfants politiques qui décident de rien. On veut devenir des citoyens, c'est-à-dire des adultes politiques. Et donc, on veut décider. Et la première de nos décisions, ça va être de dire comment on veut être représenté et comment on veut contrôler nos représentants. Et, et ça, si ça se passe aussi en Espagne, en Italie et, je sais pas, en Suède ou
ou en Allemagne, on va être beaucoup plus fort. Ou en Amérique latine, hein, parce qu'en Amérique latine, ça ne manquera pas d'avoir des répercussions. L'Amérique latine, vous devriez voir le site qui s'appelle Les Deux Rives, dans lequel Romain Migus nous tient au courant de l'actualité de l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est vraiment un laboratoire démocratique exceptionnel. Et puis, aidez-le si vous pouvez. C'est un travail très important d'information et de réinformation par rapport à toutes les sornettes qu'on nous raconte sur Chavez. Enfin, c'est fou le nombre de sottises que nos médias, et nos mensonges, hein, de calomnies que nos médias mainstream ont débité sur l'Amérique latine. Euh, les deux rives, Romain Migus, il y vit, hein, c'est un Français, et c'est passionnant. Mm. Et donc, des pays d'Amérique latine vont pas manquer. Nous ne serons pas une seule démocratie à apparaître. Ce qui serait bien, c'est que nous soyons plusieurs pour nous défendre mutuellement. Voilà, c'est une réponse un peu longue, Non, mais mais c'est très ça bien. correspond à une question récurrente. Vous vous posez souvent la question, j'y ai répondu plein de fois, euh, mais j'y réponds volontiers parce que pour moi, c'est pas utopique. En tout cas, les utopies, c'est juste ce qui n'a pas encore été essayé. Les utopies d'aujourd'hui, c'est les réalités de demain. Et puis, c'est c'est pas abstrait du tout, mon idée. Elle est, au contraire, c'est la plus concrète des idées. C'est la plus concrète des idées. On va s'entraîner pratiquement à écrire des règles. On va être contagieux. On va entraîner avec nous nos voisins, nos cousins, des gens dans le train. Euh, c'est très très concret ça. Et concrètement, ça veut dire que nous allons exiger, même pas exiger, on va vouloir ne plus élire. On ne va pas demander quoi que ce soit à nos représentants. On ne va même pas exiger quoi que ce soit. On s'en fout de nos représentants. Nous allons penser en souverain, c'est-à-dire que nous n'allons pas demander, nous n'allons pas même exiger. On va juste vouloir être représenté d'une certaine façon. Vouloir, comme un souverain. Et ça va tout changer. Comme disait Étienne la Boétie, soyez résolus de ne plus obéir, de ne plus servir. C'est juste, tu sais, il y a l'image de cet éléphant euh, qui a, quand il était petit, on l'avait attaché à une chaise en plastique. Et ça le gênait, il a appris à pas bouger pour rester. Il est enchaîné à une chaise, puis il est devenu grand, l'éléphant, une chaise en plastique. Enfin, mais parce qu'il s'est habitué depuis tout petit à respecter cette chaise qui lui résistait au début, et maintenant qu'il est grand, il continue à la respecter, et en fait, il considère ça comme une chaîne alors que ce n'en est pas une. Vous considérez comme des chaînes ce qui n'en sont pas vraiment. Mm. Euh, euh, les, si vous avez besoin du RIC, si vous voulez le RIC, organisez-le vous-même. Et vous l'aurez. Et vous allez voir l'effet pédagogique de contagion, il va être formidable. Vous allez entraîner avec vous des tas de gens qui vont réaliser, qui vont prendre conscience du fait qu'il suffit de penser en souverain pour le devenir bientôt. Pour Je sais pas conclure, si je parle trop, hein. si vous avez un message à transmettre aux Français, quel serait-il? Reconsidérez vos certitudes. Je ne vous dis pas de penser comme moi. Euh, je vous impose rien, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a vraiment, en politique, il y a plusieurs mots sur lesquels vous êtes certain d'avoir compris et probablement que vous vous trompez, vous êtes carrément à l'inverse. Ce que vous croyez est le contraire de la réalité. Par exemple, reconsidérez le mot démocratie et vérifiez si le démos a du kratos dans les régimes que vous appelez démocratie. Et puis, faites le point vous-même. Est-ce que vous êtes en démocratie ou pas? Quand vous dites démocratie représentative, c'est-à-dire une chose et son contraire, en fait, vous faites un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans la terre. Un truc, c'est comme si vous disiez banquier honnête. Tu vois, c'est un truc, c'est impossible. Et donc, réfléchissez. Est-ce que c'est pas simplement une arnaque d'un système de domination que j'appelle un système d'exploitation parlementaire? Par le Parlement élu, on nous a asservis. Donc, c'est un système de domination. Est-ce que le système de domination parlementaire qu'on vous présente comme une démocratie, ça mérite ce nom, ou bien est-ce que c'est juste une escroquerie parlementaire et qu'en fait, il y a autre chose qui serait mieux et qui c'est à vous de le faire? Réfléchissez au mot constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Est-ce que c'est une protection contre les abus de pouvoir avec toute une série de contrôles des pouvoirs? On institue les pouvoirs et on les contrôle.
en mettant le peuple au-dessus de ses pouvoirs pour le peuple puisse se débarrasser de mauvais représentants. Est-ce que c'est ça? Donc, est-ce que c'est une protection, la Constitution contre les abus de pouvoir, ou est-ce que c'est une prison, comme aujourd'hui? Dans la Constitution, vous n'avez aucun pouvoir de décider quoi que ce soit. Donc, revoyez le mot Constitution. Est-ce que vous avez vraiment une Constitution? Vous êtes sûr? Vous pensez être citoyen. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes citoyen? Un citoyen, c'est autonome. Donc, ça produit lui-même le droit auquel il consent à obéir. Et est-ce que vous êtes citoyen? Est-ce que vous n'êtes pas simplement électeur? Mais électeur, c'est pas citoyen. Électeur, il est hétéronome. Il subit le droit écrit par quelqu'un d'autre. Il est hétéronome. Est-ce que vous êtes électeur ou citoyen? Et donc, est-ce que vous préféreriez pas être citoyen? Vos représentants sont-ils des serviteurs ou des maîtres? Et quand vous élisez, est-ce que vous décidez ou est-ce que vous renoncez à décider? Est-ce que élire, c'est voter? Et reprenez tous ces mots. Euh, et ensuite, cherchez la cause de votre impuissance politique. OK, le monde entier se rend compte que nous sommes impuissants politiquement. Et mon message, c'est celui d'Hippocrate, en fait, un vieux médecin de l'Antiquité qui disait, cherchez la cause des causes. Quand vous êtes malade, vous en prenez pas aux conséquences, sinon vous réglerez rien. Si vous laissez les causes intactes, vous réglerez pas le problème. Cherchez même pas seulement les causes, parce que si vous prenez aux causes dernières, si les causes premières restent, ça suffira pas. Il faut que vous cherchiez les causes premières, la cause des causes, il disait. Parce que si vous en prenez à la cause des causes, si vous arrivez à la localiser, la cause des causes ou il y en a peut-être deux ou trois. Cherchez la cause des causes. Vous en trouverez peut-être plusieurs. Si vous vous en prenez à la cause des causes, là, vous allez régler le problème. Vous allez guérir, vous allez régler le problème. Et pour moi, la cause des causes, c'est notre démission, à nous les humains, du processus constituant. Vérifiez que ce que je vous dis a du sens, que c'est plausible ou bien que c'est farfelu. On dit de moi que je suis un fasciste, alors c'est une extravagance pour se débarrasser de moi, parce que ce que je dis est précisément, il me semble, la solution la plus pragmatique et la plus efficace contre toutes les formes de domination, donc contre toutes les formes de fascisme. Donc, ce que je fais est profondément antifasciste. On Dans est un peuple, pratiquement traité de facho oui, aujourd'hui. le Ne fascisme, vous c'est inquiétez une pas. insulte. Alors, il y en a qui se prétendent fascistes, qui assument le mot et qui prétendent fascistes. Et en fait, souvent, c'est des gens, quand je parle avec eux, je m'aperçois que c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Ils sont antidémocrates, les fascistes. Les fascistes stricto sensu, hein, les fascistes qui aiment Mussolini, Hitler, ils disent c'était mieux que la démocratie, puisque la démocratie, c'est la corruption, c'est le système actuel. C'est vrai que le système actuel, c'est la corruption généralisée, c'est un système mafieux de prédation, de vol et de malversation et d'oppression des salariés par les propriétaires des moyens de production. Donc c'est vrai, mais c'est pas une démocratie. Ce qui est fou, c'est que les fascistes appellent démocratie un régime qui est une antidémocratie. Et quand je parle avec des jeunes fascistes, des jeunes qui sont séduits par l'idée fasciste, euh, je, je, je leur décris l'idée d'une vraie démocratie. Je leur dis, bah, un fasciste, c'est quand même vachement dangereux, mais regardez, plutôt la vraie démocratie, c'est autre chose. Et j'ai plein d'exemples de jeunes gens qui sont devenus progressivement démocrates, parce que c'est mieux que le fascisme, c'est bien plus malin. Alors, peut-être que, enfin, je n'arrive pas à convaincre tout le monde, hein, je ne suis pas magicien, mais je veux dire, c'est l'idée démocratique authentique, elle est profondément antifasciste. Dans un peuple devenu constituant, il n'y aura plus de place pour les tyrans. Nous allons apprendre à nos enfants à rester vigilants par rapport à toutes les formes de pouvoir, donc toutes les formes de fascisme. Fascisme dans l'entreprise, comme le fascisme politique, comme le fascisme militaire, toutes les formes de brutalité, de domination, nous pouvons former nos enfants à être vigilants. Et par exemple, on va leur apprendre la communication non violente, la CNV, mais aussi la vigilance, on peut leur apprendre à être constituant, c'est-à-dire à apprendre à nos enfants à instituer des pouvoirs et dans le même geste, instituer les contrôles des pouvoirs avec des champs de tirés au sort. Bon, vous avez vu, finalement, je n'ai pas fermé ma parenthèse sur le procès d'élection, mais vous le ferez vous-même. Hein, je vous rappelle, Schwartz.org, vous avez un document de conférence. Dans le document de conférence, vous avez un des textes que vous pouvez télécharger qui s'appelle le procès d'élection. Imprimez les 20 premières pages. Imprimez les 60 d'ailleurs, parce que vous allez voir les 40, vous n'allez pas regretter. C'est vraiment un puits d'intelligence. Hein. C'est vachement intéressant, les citations des 40 pages. Mais sur les 20 pages, vous avez le procès d'élection. Et passez-le au crible, au feu de votre intelligence, de votre esprit critique.
Et si vous avez des objections, si vous dites, ah, Chouard, tu déconnes, tu as oublié des vertus de l'élection, ou Chouard, tu déconnes, tu as oublié des, des vices du tirage au sort, vous pouvez m'écrire, hein. Sur le blog, vous avez me contacté, vous pouvez m'écrire et me dire, et je me corrigerai volontiers. Ce que je fais, c'est un chantier, hein. Je ne vous dis pas la messe, comme je disais tout à l'heure. Je suis pas, c'est pas fini. Je travaille là-dessus. Et je ne suis pas fasciste. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Chouard, Merci à vous, Anna. pour cet entretien très intéressant et on se retrouve très bientôt sur Omerta.